Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer ma lecture de Je suis indestructible des parties 3 et 4. Et encore une fois, Je suis indestructible est un livre auquel j'ai contribué en tant qu'auteur avec Isabelle Boisvert, Pascal Cormier, Mélodie Nelson, Jeff Perrault et Maïté Labrec-Saganache, toujours sous la direction littéraire de Roxane Guéret et Tania Saint-Jean. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier parce que franchement, la première vidéo a été bien accueillie, bien reçue. Vos commentaires étaient chaleureux, les messages privés que j'ai reçus, les coups de fil que j'ai reçus. Franchement, ça m'a laissé un baume au cœur. J'ai adoré échanger avec vous tous. Et franchement, je vous incite à continuer, à laisser des commentaires toujours très constructifs. Et voilà, donc ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. N'oubliez pas que la thématique de ce livre concerne les violences sexuelles. Et la partie numéro 3, en fait, son titre, c'est Chaque voix, plutôt, excusez-moi, chaque voix est importante. Donc là, on attaque l'aspect où il faut prendre la parole et dénoncer. Et n'oubliez pas que précédemment, pour celles et ceux qui ont vu la vidéo précédente, c'était concernant le silence et pourquoi. Et là, on est dans prendre parole et dénoncer. Alors, mon texte va comme suit. À chaque fois que tu pénétrais dans une souche de ma vulnérabilité, tu t'éloignais de moi. Ça me faisait mal, mais j'étais incapable de te dire non. Avec toi, je faisais des choses que je n'avais jamais faites avant, comme tolérer la brutalité, la bestialité, comme étant les potomitans de notre relation. Avec toi, je n'étais pas moi. Avec toi, contrairement aux autres, je n'avais aucune opinion. Ce que tu disais, c'était ça et puis c'était tout. Tu devais me trouver d'un ennui. Ta violence m'a figée, j'étais raide, tu m'as intimidée. Un hochement de tête en signe d'approbation. J'étais une marionnette et tu as manié toutes mes cordes sans exception. Certaines avec arrogance, d'autres avec sarcasme, d'autres avec mépris, le reste avec indifférence. Rares sont les fois où tu les manœuvrais avec douceur, avec affection, avec amour. Et moi, je m'accrochais à ça, à la médiocrité. Je ne regrette rien, mais ça n'épargne pas la honte. Tu devenais de moins en moins majestueux lorsque je me trouvais en position fœtale, sanglotant rageusement. Dans mon délire, tu vas me souhaiter la bienvenue dans la cour des grands. Tu me dis, tu voulais courir. Eh bien, voilà ce qui arrive. Fais comme moi, laisse-toi imprégner par ton environnement, doucement, cool. Et tu repris ta marche en changeant de trajectoire de temps en temps, question de t'imprégner. J'attendais la fin de ce supplice dans mes prières. Je me tournais vers la chance comme une désespérée. Il va finir par me donner une chance. Je ne regrette rien, mais ça n'épargne pas la honte. Tu sais, moi, j'aime. Et c'est tout. Avec tout ce que j'ai en dedans. Mon amour était commensurable. À la suite de ma chute, je m'allongeai sur l'herbe verte de... On va reprendre cette phrase. À la suite de ma chute, je m'allongeais sur l'herbe vermante de mon équilibre, fermais les yeux et mes larmes se laissaient bercer par les murmures des arbres de ma rédemption. Toujours couché, je plongeais ma vue devenue océan à fond dans le ciel. Les nuages me firent de beaux dessins. Soudain, j'aperçus un combat. Un dragon, ou peut-être était-ce un lion, voulait engloutir l'astre de lumière. La bête montrait ses crocs en ouvrant sa gueule comme une enragée. Enfin, un rayon transperça la gorge du dragon, ou peut-être était-ce un lion. 2 rayons, 3 rayons. Le monstre tira sa révérence et la sublime étoile du jour brilla de tous ses feux. Je me laissai submerger par sa chaleur. Je lui souris et me redressai, question de m'asseoir. Je contemplais ma mutilation sentimentale et je me mis à rire aux éclats. Les oiseaux chantèrent à nouveau, un hymne à la douleur presque guérie. J'ai marché pendant des jours avec beaucoup de peine et tant d'allégresse dans les effluves de ma dignité. À l'occasion, je caressais ma naissante cicatrice.
la rassurait. Et bizarrement, elle prenait de plus en plus une forme humaine. La dernière fois que je t'ai vue, Dédé, toi que je prenais pour un membre de la royauté de la cour, mais qui était en fait le fou du roi, tu n'étais pas content du tout. Tu croyais que j'avais tout laissé tomber, la course, la cour, mon amour-propre. Tu me vis arriver avec splendeur, car je marchais désormais avec les mystères résolus que j'avais vus dans le ciel. Le soleil vaincra la rage du dragon, le soleil triomphera de la fin du lion. Je t'écris ces mots pour te remercier, car ma cicatrice devenue mature est la plus vaillante de mes camarades. Tu t'étais installé sur mon cœur avec tes 2 pieds sur une table, une canette de bière à la main, un bol de chips sur les cuisses, en regardant un match de boxe. T'étais à ton aise, hein? Aujourd'hui, non seulement je te dis non, mais je te prends de ma main droite, à l'aide de mon pouce et de mon majeur, d'un geste triomphal, et je te chasse de mon cœur, tel un maringouin prenant position sur mon avant-bras gauche, prêt à me piquer, à me démanger, à m'irriter. Et c'est ainsi que tu disparus de ma routine, telle la feuille qui s'était envolée au gré du vent, pour attirer l'attention, voire l'admiration d'une autre passante. Je m'appelais la nostalgie, je m'appelle désormais l'euphorie. Ta disgrâce m'a fait comprendre que je dois puiser en moi l'amour que j'ai pour moi. M'aimer. Prendre enfin possession de mon organe vital. M'installer dessus avec mes jambes croisées, un verre de vin rouge à la main, toutes sortes de gourmandises dans une assiette en regardant un match de boxe. J'apprécie bien la boxe. La dernière fois que je t'ai vue, j'ai été prise au dépourvu, car je ne t'aimais plus. Kimbara! 2013. Le printemps vint avec force, apportant avec lui les éléments nécessaires afin de détendre mes tensions nerveuses. De la chaleur, du brouillard, de la pluie, des bourgeons, les sourires des passants, et c'est ainsi que j'ai réussi à mettre des mots sur l'agression. Voici ce que j'ai dit à mon ami Geoffrey. Je ne voulais pas. Du moins, oui, je voulais, mais pas comme ça. Pas dans les sévices, les coups, la soumission, sans ma permission. C'était malsain, Geoffrey. Je l'ai supplié, tu te rends compte, et ça n'a pas empêché de pulvériser mon honneur. Et je pleurais à chaudes larmes devant une soupe tonkinoise d'un restaurant vietnamien sur Côte-des-Neiges. Tu veux que je lui casse les jambes? Il m'aime beaucoup, Geoffrey. C'est une espèce d'ange gardien. Mais les choses ne devaient pas se passer comme ça. Non. En parler me fait déjà beaucoup de bien. Et c'est à ce moment que j'ai compris que je devais m'exprimer de plus belle, laisser évacuer mon anxiété, démolir une bonne fois pour toutes ce tabou turpide. Donc maintenant, on va attaquer la partie numéro 4. Alors, la 4e partie s'intitule « Le profilage racial est réel ». Je répète, le profilage racial est réel. Et ça concerne le système judiciaire et bien évidemment le corps policier. Le renversement du président Élie Lescaut en 1946 entame l'histoire de la fabuleuse exode haïtienne au Québec. Des chamboulements, entre autres économiques, géologiques et politiques, ont incité des milliers d'Haïtiens à quitter leurs perles des Antilles afin de s'exiler dans la froidure et le mépris de certains Blancs du Québec, qui se vantaient alors d'être accueillants. Mamie Ivana, ma grand-mère, a immigré à Montréal en 1971, année du décès de l'une des plus grosses crapules qu'ait connue mon île d'origine, François Duvalier. Et à la suite de cela, son fils Jean-Claude, alors âgé de 19 ans,
pris la relève au pouvoir et maintenant, le même régime de terreur que son père. Et en maintenant plutôt, excusez-moi. Donc, je reprends. Mamie Ivana, ma grand-mère, a immigré à Montréal en 1971, année du décès de l'une des plus grosses crapules qu'ait connue mon île des... Pardonnez-moi. Je crois que j'avais besoin d'une petite pause. Alors, on va recommencer la quatrième partie, d'accord? Strike 2. Le renversement du président Élie Lescaut en 1946 entame l'histoire de la fabuleuse exode haïtienne au Québec. Des chamboulements, entre autres économiques, géologiques et politiques, ont incité des milliers d'Haïtiens à quitter leur perle des Antilles afin de s'exiler dans la froidure et le mépris de certains Blancs du Québec, qui se vantaient alors d'être accueillants. Attendez-moi juste un instant. Voilà. Mamie Ivana, ma grand-mère, a immigré à Montréal en 1971, année du décès de l'une des plus grosses crapules qu'ait connue mon île d'origine, François Duvalier. Et à la suite de cela, son fils Jean-Claude, alors âgé de 19 ans, prit la relève au pouvoir, en maintenant le même régime de terreur que son père. Ma grande s'est cassée pile poil à ce moment-là, en laissant contre son gré ses 4 mômes, dont ma mère derrière elle à Port-au-Prince. Quelques années plus tard, elle s'est remariée avec le grand-père que je connais aujourd'hui, Papy Alciné, un Haïtien comme elle qui n'est pas de ma racine biologique et que j'affectionne énormément malgré tout. Cet homme a été ma première figure paternelle. J'étais sa princesse et en dépit de ses gros bras de soudeur, il était merveilleusement doux avec moi. Le meilleur papy du monde. Cependant, alors que je grandissais, je devais avoir 7 ou 8 ans. Ma grand-mère commença à me raconter leurs archives, et même s'il m'était pénible de la croire, c'était la pure vérité. De retour dans les années 1970, peu de temps après que ma grand-mère lui eut dit oui pour le meilleur et pour le pire, mon papy lui fit goûter la totale. Il était alcoolique et coureur de jupons et la battait régulièrement. Un soir d'hiver, mamie Ivana m'expliquait qu'il l'avait tellement battue qu'elle pissait du sang. Et d'après ses dires, ses menstruations s'interrompirent dès lors, elle qui était loin de la ménopause à ce moment-là. Elle avait alerté les policiers et couru les pieds nus dans la neige. Les Haïtiens avaient peur de la déportation à cette époque. Alciné a donc fait son respect et n'a plus jamais levé la main sur elle. Et c'est la mort qui a fini par les séparer 3 décennies plus tard, avec le départ de ma grand-mère vers le pays sans chapeau. Elle m'avait soufflé aussi qu'il avait commencé à avoir peur d'elle depuis le drame. Apparemment qu'il a vu la chose comme une trahison. Même si j'aime mon papy, l'audace est ahurissante quand même. Elle a déposé sa confiance entre les mains de cet homme qui l'a traînée dans la boue, en lui faisant vivre cette bassesse pendant des années, en présence de leurs 3 filles en bas âge, et c'est elle la traîtresse, car il a risqué la déportation à cause de son caractère immonde. Oh well. La soirée même de mon agression, vint un moment où j'ai échappé à son emprise. Mon appareil cellulaire était à portée de main. Je flirtais avec les chiffres. 9, 1, 1. Tantôt j'appuyais sur les touches, tantôt j'effaçais les chiffres. Je répétais le manège au moins une dizaine de fois avant de lancer mon téléphone au loin et de gérer la situation moi-même. Parallèlement à cet ouragan, je faisais un effort surhumain pour échapper à un autre fléau, la fureur des nomenclatures auxquelles les gens de couleur ont dû s'enchaîner et auxquelles il faut à tout prix repenser. Le terme « noir » nous a été attribué par les Blancs. Les Caucasiens, les colonisateurs européens, les salopards sadomasochistes se trouvant devant et derrière les traites négrières. Et il est important pour moi de spécifier que j'utilise ce terme « noir » pour faire comprendre un fait et non pas parce qu'il nous définit dans notre entièreté. Dans ce contexte, le nom « noir » est utilisé afin de mettre l'accent sur une violence tout autant infernale que celle que j'ai vécue avec Dédé et sur l'extrême brutalité qu'avait subie mamie Ivana entre les mains de papy Alciné. Le profilage racial contre les communautés noires
contre la communauté LGBTQI, contre les communautés autochtones, contre les personnes ayant des problèmes de santé mentale et contre les autres communautés racialisées. Opération défavorable qui mène sans exagération au génocide. Cher Pierre Coriolan, Alain Magloire, Jean-Pierre Bonny, Freddy Villanueva, Quilem Registre, Brandon Maurice, Anas Benis, Claudio Castagnetta, Jean-François Nadro, Gladys Tully, Ben Matson. Puissent vos proches trouver justice à la suite de vos assassinats commis par des abrutis du service de police de la ville de Montréal et que vos âmes finissent un jour par trouver un lieu de quiétude. Certains agents dits de la paix du SPVM se fient à notre apparence dite raciale pour faire de nous les communautés relatées ci-dessus, leur principale cible. Rouler dans une belle voiture, avoir des dreadlocks, arborer un style hip-hop, sérieusement pour ces énergumènes, le simple fait de respirer les incite à présumer que nous avons perpétré un délit ou que nous nous apprêtons à en commettre un. Ou alors à commettre une faute quelconque. Le profilage racial est réel. Nous ne cherchons aucunement à créer une quelconque victimisation. Et je crois que c'est pour toutes ces raisons que je n'ai pas eu le réflexe de faire appel à la police au moment opportun. En tant que femme noire, le SPVM ne me met pas en confiance. Et pour les crimes cités plus haut, il n'a pas mon estime. Donc soyons clairs, ce n'était pas tant pour sauver la peau de Dédé, mais plutôt pour fermement préserver l'intégrité de la conscience collective de ma communauté. Question de ne pas renforcer le stéréotype voulant que les hommes noirs soient des animaux. Est-ce qu'elle est débile, cette mentalité de ne pas moucharder dans des circonstances aussi navrantes en ayant de surcroît ma matriarche en exemple? Je ne dis pas non. Cependant, en ces temps-là, mon tempérament de Black Panther commandait à toutes les particules de mon oxygène qu'il y avait de ces codes d'honneur non écrits que je me devais de respecter. Aujourd'hui, je demande pardon au Dieu d'amour et de miséricorde qui vit en moi. Si une situation similaire devait se reproduire, on va relayer la police pour nom ça. Hashtag My life matters first. Alors, chers amis, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Et encore une fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page YouTube. Et la prochaine vidéo sera sur les 2 dernières parties, les parties 5 et 6 de Je suis indestructible. Au revoir.